Diane a la clé de sylviculture que Gareth a développée pour eux dans le cadre d'un projet antérieur. Ma mission était de la créer. La sylviculture est la connaissance appliquée, scientifique et indigène. Ça peut être indigène et ce n'est pas nécessairement scientifique, mais c'est la connaissance appliquée en matière de gestion active de la végétation forestière. Le terme gestion forestière renforcée est très large, il peut inclure tout, les parcs, les aires protégées, les plantations et autres. La sylviculture, plus précisément, concerne les connaissances, les compétences et les technologies associées à la gestion de la végétation forestière. La tâche consistait à créer un outil de sylviculture pour aider les professionnels de la foresterie. Gardez en tête que je ne l'ai pas nécessairement conçu pour les propriétaires de l'eau boisée. Il contient beaucoup de terminologie sylvicole. Cet outil a deux objectifs. Le premier est de gérer la végétation forestière et les peuplements forestiers en vue de l'adaptation au changement climatique et de son atténuation. Cela implique la gestion des risques. Comme l'a expliqué notre excellente conférencière ce matin, il faut identifier les arbres et les espèces, et donc les parcelles de votre lot boisé qui présentent un risque élevé lié au changement climatique. Et essayer de faciliter l'adaptation de ces peuplements à ce nouveau climat par une gestion active. Le deuxième objectif, et il est difficile de gérer les deux, est d'atténuer le changement climatique grâce au stockage du carbone. Il est possible de gérer une forêt dans le but de stocker du carbone. Dans les climats tempérés et nordiques, il existe deux façons de stocker le carbone dans une forêt, dans les arbres et dans le sol. Ce que nous savons des sols forestiers, c'est que plus une forêt vieillit et plus elle contient du bois mort, plus le sol stocke du carbone. Ça contraste avec les systèmes tropicaux où la décomposition est très rapide. Il n'y a pratiquement pas de carbone dans le sol des forêts tropicales humides de haute terre en raison du cycle intense des nutriments. Dans nos types de forêts, si on laisse un peuplement évoluer suffisamment longtemps, il commencera à accumuler du carbone dans le sol. C'est l'un des principes, une longue rotation. L'autre principe lié au stockage du carbone dans les arbres consiste à faire pousser les arbres pendant de longues périodes. L'outil est conçu pour essayer d'atteindre ces deux objectifs. Si on gère uniquement pour l'atténuation du changement climatique, on peut faire ce que fait actuellement l'industrie forestière, intensifier la gestion et cultiver des arbres sur des rotations très courtes. Mais si on cultive des arbres sur des rotations courtes, on ne stocke pas de carbone dans les arbres ni dans le sol. Si on récolte le bois et qu'on le transforme en table, on stocke le carbone dans la table ou dans la maison. Si on veut stocker du carbone dans les arbres eux-mêmes, on doit cultiver les peuplements sur de longues rotations, cultiver les arbres jusqu'à un âge avancé et gérer ces peuplements sur de longues périodes. Par exemple, le programme de crédit carbone pour la gestion forestière exige un plan de stockage du carbone pendant au moins 100 ans. L'outil de sylviculture dont vous disposez est conçu pour aider les professionnels de la foresterie. Il aide à la prise de décision et à déterminer une prescription sur la manière de gérer un peuplement pour atteindre deux objectifs. Le premier est de maximiser le stockage du carbone. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de prescription de coupe à blanc, car la coupe à blanc à rotation courte est la pire approche pour stocker le carbone dans les forêts. Encore une fois, si on le transforme en bois de sciage et qu'on fabrique des objets en bois, on peut stocker le carbone dans le bâtiment. Mais en termes de stockage du carbone dans le paysage, la sylviculture et la gestion du bois sur des rotations très courtes ne permettent pas de stocker beaucoup de carbone. La majeure partie du carbone provient de la séquestration par la croissance des arbres. Quoi qu'il en soit, vous pouvez explorer la clé. Je m'excuse encore une fois, il y a plein de termes sylvicoles. La sylviculture est une discipline avec beaucoup de termes techniques. Malheureusement, ces termes sont parfois mal utilisés. J'ai essayé d'être précis. Ted Needham m'a dit que j'ai fait du bon travail. Toute la terminologie était parfaite. C'est un professeur de sylviculture à l'Université du Nouveau-Brunswick. Et donc, l'outil est conçu pour faire deux choses. Il est conçu pour aider quelqu'un à stocker le carbone dans la forêt sur de longues périodes afin d'atténuer le changement climatique. Plus nous avons des forêts dans le monde qui stockent du carbone, plus nous réduisons la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On peut gérer nos forêts dans le but de stocker le carbone et essayer d'atténuer le réchauffement climatique. Le deuxième objectif est d'orienter la composition principalement vers des espèces d'arbres qui sont mieux adaptées au nouveau climat.
Gareth, est-ce que tu veux le parcourir? On pourrait utiliser cette zone comme exemple, si tu veux, pour avoir une idée. La plupart des gens comprennent probablement les clés. Je suppose que les pages sont numérotées. Je suis à la deuxième page, la clé 1. Elle traite de la structure de l'âge du peuplement. Le peuplement est-il dominé par un seul âge effectif? Oui ou non? Non, plus maintenant. Pas à cause de la perturbation. Nous avons une canopée partielle qui a survécu à la perturbation et nous avons un nouveau groupe d'âge qui s'installe. Il s'agissait peut-être d'un peuplement d'un seul âge avant cette perturbation, mais nous avons désormais plusieurs âges. Vous me suivez? Cela nous amène à la clé 2. Non, attendez. La clé 3. Je ne connais pas bien mon propre outil. Amusant. Clé 3. Le peuplement est-il véritablement multi-âge, comportant au moins 3 classes d'âge effectifs distinctes? Voici ce qui est intéressant. En sylviculture, on ne gère pas vraiment l'âge biologique des arbres, on gère leur âge effectif. Je décrirais ça comme une structure à deux âges. Nous avons les arbres résiduels qui ont survécu à la perturbation et un nouveau groupe en développement, même si ce sapin baumier a peut-être 80 ans. En tant que sylviculteur, on le considérerait comme un peuplement à deux âges. Dans un peuplement véritablement multi-âge, on aurait plusieurs âges différents, des hauteurs différentes et une canopée avec différentes hauteurs. La réponse à cette question est non. La composition de la canopée est-elle acceptable? En d'autres termes, ayant un stock adéquat d'espèces à faible risque. Chris secoue la tête, il dit non, et je suis d'accord. Je pense avoir un dossier, je l'ai encore sur mon disque dur, dans lequel il y a au moins 60 pistes différentes que j'ai explorées pour aboutir à des résultats. La partie sur l'évaluation est une des parties qui m'a freiné. Pour revenir sur ce que Diane disait, je pense que c'est Diane qui en a parlé, l'endroit où on se trouve a vraiment de l'importance. Le sapin baumier présente un risque très élevé dans le sud du Nouveau-Brunswick. À une altitude de 500 mètres à Green River, il ne présentera probablement pas de risque avant 2150. Je lance simplement des chiffres comme ça. Le fait que le sapin baumier soit une espèce à haut risque dépend de l'endroit où on se trouve. Même il y a 10 ans, à Stanley, à 250 mètres d'altitude, j'aurais dit que le sapin baumier ne présente pas un risque élevé. Si quelqu'un se demande à quoi ressemble le puceron laniger, regardez ce sapin juste ici. Il y a un sapin baumier qui dépasse la canopée. Vous voyez la défoliation juste en dessous de la couronne? Cet arbre est infesté par le puceron laniger du sapin. Il y est probablement depuis au moins 10 ans, voire plus. Il y restera longtemps. Le puceron laniger du sapin se déplace très lentement dans le paysage. Son cycle de vie est très complexe et il ne se nourrit pas de manière agressive. Dans notre cas, le seul moyen de lutte dont nous disposons actuellement, c'est l'hiver. Si l'hiver ne permet pas de contrôler la population, la succion constante, car il ne mange pas les feuilles, il possède un appareil buccal lui permettant de sucer la sève des feuilles et des jeunes tissus. Cela entraînera la mort du feuillage et finira par causer la mort de l'arbre. Cet arbre va mourir à cause de ça. Voici la question. La composition de la canopée est-elle acceptable, c'est-à-dire ayant un stock adéquat d'espèces à faible risque? Non. Il est indiqué aller à la clé 3A, système sylvicole irrégulier. Pour vous donner un peu de jargon, en sylviculture appliquée, la gestion inéquienne consiste à gérer simultanément plusieurs classes d'âge d'arbres dans un même peuplement. C'est très compliqué et ça exige une intervention constante. On coupe en permanence des arbres matures, on cherche continuellement à régénérer de nouveaux arbres et on effectue sans cesse des éclaircies des jeunes arbres. On essaie de gérer les différentes classes d'âge en même temps, en permanence. Ça, c'est la gestion inéquienne. La gestion irrégulière consiste à laisser les peuplements vieillir, puis à les régénérer progressivement. Cette régénération progressive produit une structure de peuplement irrégulière. D'accord? Si on y réfléchit, cette forêt côtière est un bon exemple. Ces vieux peuplements d'épinettes rouges deviennent irréguliers en vieillissant. Des arbres meurent et on obtient plusieurs classes d'âge, de multiples trouées dans la canopée, du bois mort, une structure irrégulière. Puis une grande tempête survient, renverse les grands arbres et on se retrouve avec un peuplement irrégulier qui est l'héritage de l'ancien peuplement. Ce qu'on sait des forêts du Nord-Est, c'est qu'avant la colonisation, la plupart des peuplements avaient une structure irrégulière. On le sait.
C'est juste une information intéressante. On est à 3A, système sylvicole irrégulier. La couche de régénération est-elle désirable? Non et non. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Je suis à gauche. Le peuplement est-il mature, ayant atteint ce stade idéal pour être régénéré? Ou ne comporte-t-il aucun arbre de récolte à cultiver, ou les deux? Le peuplement n'est pas mature. On a un groupe de jeunes arbres qui se développent dans le sous-étage et le nerf brun profite de ce nouvel espace de croissance. On a aussi une canopée d'arbres en déclin. Je ne sais pas si certains l'ont remarqué, mais il y a ici tout un groupe d'épinettes blanches qui sont mortes récemment. Je vais aller jeter un œil, mais je ne serais pas surpris que le stress thermique rende ces arbres vulnérables aux scolites, des coléoptères. J'irai voir cet arbre en passant, mais je remarque une mortalité récente parmi les épinettes blanches dominantes ici. C'est probablement dû au stress thermique estival. Une épinette en très bonne santé et vigoureuse peut repousser le coléoptère et survivre à l'attaque. Si elle est très stressée, elle ne pourra pas le faire. C'est un exemple parfait de ce dont on a parlé. Diane a mentionné l'effet de multiplication. La sécheresse entraîne une chose qui en provoque une autre, puis encore une autre. Cet arbre que je pensais être un mélèze parce qu'il est mort ressemblait exactement à ça. Cet arbre est mort cette année ou au cours des dernières années, probablement à cause de la sécheresse. Oui. Alors je dirais, je ne sais pas ce que les gens pensent, même si je ne pense pas que le peuplement soit mature, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'arbres désirables avec lesquels travailler. Cela nous amène à droite. Les arbres de récolte debout, désirables, sont-ils réprimés et en déclin? Non. Eh bien, peut-être que ma clé ne fonctionne pas. Que dit-elle de faire? Bon, arrêtons-nous ici un instant. Je vais travailler rapidement. Avec ces outils, quand on arrive à un mauvais endroit, soit l'outil est incorrect, soit on s'est trompé de direction à un moment donné. Les tuyas sont bons à garder? Oh oui! Je veux dire, c'est un arbre à longue durée de vie. Oui. Donnez-moi juste une seconde. Voilà où je me suis trompé. Revenons au tout début. Page 2. Clé 1. Le peuplement est-il dominé par un seul âge effectif? C'est le cas, désolé. Il est maintenant dominé par ce nouveau groupe d'âge. Ce que je veux dire, bien que certains de ces arbres de la canopée aient survécu, ce que nous avons maintenant explique pourquoi le nerf brun est hors de contrôle ici. Malgré le fait que nous ayons un peuplement multi-âge, c'est-à-dire plus d'un groupe d'âge, nous avons maintenant un peuplement dominé par ce nouveau groupe qui s'installe. La réponse à la toute première question de la clé est en fait oui. Peuplement dominé par une seule cohorte. Ce peuplement est dominé par ce nouveau groupe d'âge. J'ai fait une erreur dès le début. Là où nous étions, là-bas, là où les sapins ont poussé, est-ce que c'est l'âge dominant? Oui. Lorsqu'on pense au groupe d'âge, on parle de ce qui domine la croissance végétative. Le dernier endroit où nous étions était dominé par cette nouvelle croissance. Même au premier arrêt, il y a effectivement des arbres de la canopée qui ont survécu, mais il y a tellement de lumière là-bas que le tremble constitue la cohorte dominante. Donc la réponse est oui, désolé. Je dois passer à la clé 2, qui se trouve à la page 3. Clé 2. Le peuplement est-il au stade d'initiation? La réponse est oui. On a beaucoup de nouvelles pousses en compétition pour la lumière. L'exclusion des tiges, c'est quand les arbres deviennent suffisamment grands et denses pour que la canopée se referme et qu'ils entrent en compétition pour l'espace et la lumière. Imaginez le fourré dans lequel vous marchez. Votre exemple du peuplement qui peut faire l'objet d'une éclaircie pré-commerciale est un exemple classique d'exclusion des tiges. La réponse est oui. Clé 2A, stade d'initiation du peuplement. Passez à la page 4. Suis-je au bon endroit? Le peuplement s'établit-il sur un site non forestier? Non. Le peuplement comporte-t-il un stock suffisant d'espèces à faible risque? Non. Prévoit-on que le peuplement sera dominé par les feuillus quand il atteindra le stade d'exclusion des tiges? Non. Plantation complète d'essences à faible risque, préparation du site au besoin. Définition des espèces à faible risque. Les espèces à faible risque ici seraient l'érable à sucre, le chêne, l'érable rouge, le pin blanc,
la pruche, le tuya. Le cas du tuya est incertain. Le tuya a vraiment une distribution hémiboréale. Il n'aime pas la chaleur. Ils ont essayé de planter du tuya dans le sud de l'État de New York, mais il meurt avec la chaleur. Faut-il s'inquiéter de la pruche avec le puceron lanigère de la pruche? Pas encore au Nouveau-Brunswick. Mais ce n'est qu'une question de temps. Il arrive du sud, n'est-ce pas? C'est Vince, non? Vincent. Vincent et moi discutions d'une idée intéressante qu'il a eue. Tout le monde m'entend? L'idée de Vincent que je trouve intéressante, au lieu de procéder à une plantation complète ici, on pourrait planter des arbres dispersés dans le nerf prin. Soit on mise sur leur tolérance à l'ombre, dans le cas de l'érable à sucre, soit on gère de manière intensive les couronnes autour de ces arbres. Disons qu'on plante des chênes dans un fourré comme celui-ci, on pourrait les protéger et les gérer jusqu'à ce qu'ils soient plus hauts que le nerf prin. Ils pourront ainsi le dépasser en hauteur. Je trouve que c'est une idée vraiment intéressante. Ce serait certainement une option moins coûteuse que la plantation complète. Si on plante ça, comme Mackenzie l'a déjà mentionné, le coût et la gestion du nerf prin seraient extrêmement élevés. Surtout sans herbicide. Encore une fois, l'herbicide est un outil très efficace. Je ne l'utilise pas sur mon leboisé. Mais si on a une grande quantité de nerf prin comme ça, on serait tenté de... Bien sûr, je ne vais pas suggérer que c'est mal. Certaines personnes le pensent. Si c'est plus cher, le coût devrait être compensé par la réduction des dommages causés. C'est vrai. Pour en revenir à l'exemple de Mackenzie ici, je pense que je ferai les deux. J'essaierai ce qu'ils envisagent de faire, une plantation très dense, mais j'opterai aussi pour une option avec faible densité. Il suffit de quelques chênes ou érables pour dépasser le nerf prin. Ils formeront une canopée et dépasseront le nerf prin en hauteur. Sur mon leboisé, comme je suis un peu radin, j'essaierai probablement ce que Vincent propose. Désolé, je me suis trompé, mais on a finalement pris la bonne direction. On est arrivé là où est Mackenzie. Planté.